Bonjour à tous. On va essayer de ne pas avoir de redite. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à parler de ces maladies qui sont finalement des maladies rares du foie. Et nous allons voir ensemble... je n'ai pas de conflit d'intérêt. On va resituer d'abord ce que sont ces thrombosportes et syndrome Budd-Chiari. Alors la thrombosporte, c'est assez facile, c'est une thrombose de cette veine qui va depuis le tube digestif jusqu'au foie. Et le syndrome Budd-Chiari, en fait, il s'agit d'un obstacle au retour veineux hépatique. En fait, en Europe, généralement, dans 80% des cas, il s'agit de thrombose des veines hépatiques, mais il peut également s'agir, dans certains cas, de thrombose de la petite portion de la veine cave qui est située entre le foie et l'oreillette droite. Alors que quand on prend en charge les malades qui ont une thrombosporte, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y a une cirrhose ou est-ce qu'il s'agit d'une thrombosporte qu'on dit primitive, c'est-à-dire sans cirrhose. Alors pour savoir s'il y a une cirrhose, particulièrement dans le contexte de la réanimation, on va utiliser des outils bien sûr simples. Il y a des fois où c'est comme ici évident. Vous avez l'association de signes d'hypertension portale, cette malade qui a de l'acide, des signes d'insuffisance hépatocellulaire, un TPA-BC, un ictère, une hypoalbuminémie, et puis une cause potentielle, une consommation de boissons alcoolisées, des hépatites virales, pas de difficulté. Parfois, c'est un petit peu plus délicat, il n'y a pas ces signes-là. Et par contre, il y a en imagerie une surface du foie qu'on voit nodulaire. Les radiologues le voient très bien. Vous voyez cet explant ici, bien en imagerie, en scanner notamment. On voit très bien cette surface nodulaire du foie. Et puis, les hépatologues maintenant utilisent énormément le fibroscan. Vous avez certainement entendu parler. Il s'agit en fait d'un test ultrasonore qui consiste à envoyer une onde ultrasonore sur le foie. Et plus le foie est dur, plus il est cirrhotique, donc plus l'onde revient vite. Et donc, on a maintenant une grande expérience de ce test de fibroscan, d'élastométrie. Et en gros, vous pouvez retenir qu'au-dessus de 20 kPa, il y a très probablement une cirrhose. Mais ce n'est peut-être pas un test qui va être fait en réanimation, mais vous en entendrez certainement parler par des malades qui ont eu ça avant. Quoi qu'il en soit, si le malade a une thrombospore développée dans un contexte de cirrhose, comme on le disait, il s'agit d'un cadre particulier avec du coup une prise en charge bien particulière. Il n'y a pas d'intérêt à effectuer un bilan de thrombophilie. Il y a peut-être une surreprésentation des mutations du 2 et du 5, mais sans conséquences pratiques. L'anticoagulation, on dit qu'elle est potentiellement indiquée si le malade est un jour candidat à une greffe du foie, pour ne pas se couper le pont à une transplantation hépatique par une veine porte thrombosée. Dans les autres cas, ce n'est pas forcément indiqué. Et l'infarctus méentérique, dont on parlera tout à l'heure, est possible, mais il n'est pas fréquent, parce que, à cause des dérivations portosystémiques associées à la cirrhose, eh bien, le flux sanguin persiste et il ne va pas y avoir, dans la grande majorité des cas, d'infarctus mésentérique. Alors revenons maintenant à ces maladies qui sont beaucoup plus rares, le syndrome de Budd-Chiari et la thrombosporte, cette fois primitive. Alors, c'est des maladies rares. Donc, s'il y a des maladies rares, il y a certainement des choses qui expliquent chez ces malades le fait de développer ces thromboses. Quelles sont ces choses? Eh bien, il s'agit d'états prothrombotiques. Et quand on regarde, dans la colonne de gauche, il s'agit du syndrome Budd-Chiari. Colonne de droite, c'est la thrombose de la veine porte primitive, donc sans cirrhose. Il y a au moins un facteur de thrombose qui est mis en évidence chez la quasi-totalité des malades qui ont un syndrome Budd-Chiari et chez 2/3 des malades qui ont une thrombose de la veine porte. Mais ce n'est pas parce qu'on en a trouvé un qu'il faut s'arrêter, il faut tous les chercher, parce que vous voyez qu'il y a plusieurs facteurs de risque de thrombose qui sont identifiés chez la moitié des malades qui ont un syndrome Budd-Chiari, un peu moins fréquemment quand il y a une thrombosporte. Par contre, comme vous le savez, quand il y a une thrombosporte, il y a volontiers des facteurs locaux. Alors voyons voir maintenant ce que sont ces facteurs. Voilà. J'ai résumé ici les 3 dernières études, grandes études qui ont été menées. Donc c'est des maladies rares, mais nos réseaux sont structurés et vous voyez qu'on arrive quand même à avoir des effectifs assez raisonnables. On arrive sur les dernières années à avoir 600 malades qui ont été inclus dans les études. Vous voyez que les facteurs locaux sont présents chez 6 à 20% des malades. Ça, vous les connaissez, vous les rencontrez en réanimation. Il s'agit volontiers d'une chirurgie intra-abdominale. En ce moment, la sleeve gastrectomie est un très bon pourvoyeur. Les infections intra-abdominales, les traumatismes intra-abdominaux et évidemment l'inflammation abdominale avec les maladies inflammatoires de l'intestin, avec la pancréatite aiguë. Ensuite, il faut chercher les facteurs généraux. Alors, quels sont ces facteurs généraux? En premier lieu,
le syndrome myéloprolifératif, une association extrêmement forte avec le syndrome myéloprolifératif, qui est une maladie qui est rare. Et on a deux maladies rares ensemble. Évidemment, il y a des liens physiopathologiques qui les rassemblent, on pourra en parler si vous en voulez. Ensuite, il y a tout un nombre d'états prothrombotiques qui peuvent être mis en évidence, généralement dans moins de 10% des cas, mutation du gène du 2, mutation du gène du 5, protéine C ABC, protéine S ABC. Je vous rappelle que ces protéines sont synthétisées par le foie, donc l'interprétation est souvent un peu délicate quand il y a une maladie du foie, syndrome des antiphospholipides, et puis d'autres atteintes un peu plus rares. Alors regardons comment mettre en évidence chez ces malades un syndrome myéloprolifératif. Il faut passer quelques secondes là-dessus parce que même si le malade est en réanimation, il faut faire le diagnostic rapidement parce que nous avons des données qui laissent penser que l'introduction rapide d'un traitement cytoréducteur est associée à une évolution plus favorable des malades. Alors comment faire? Vous voyez cette proportion, 20-30% de malades qui ont un syndrome myéloprolifératif. Première chose à faire, une prise de sang, recherche de la mutation JAK2 V617F. Si elle est positive, c'est facile, il y a un syndrome myéloprolifératif, avis hématologique. Mais s'il n'y a pas de mutation JAK2 V617F, il y a quand même des syndromes myéloprolifératifs qui peuvent être présents et qui nécessitent d'être traités. Alors on a travaillé là-dessus et on a proposé un critère qui permet d'identifier les malades chez qui il faut chercher une autre mutation qui s'appelle une mutation de calréticuline. Et ce qu'on a pu montrer, c'est si les malades ont une très grosse rate, plus de 16 cm de hauteur, et ce qu'on peut appeler des plaquettes anormalement normales. Pour nous, un malade qui a l'hypertension portale doit avoir une thrombopénie. S'il n'y a pas de thrombopénie, il y a quelque chose qui cloche, et donc il y a peut-être un syndrome myéloprolifératif. Donc si vous avez cette association grosse rate et plaquettes anormalement normales, il faut absolument chercher les mutations de calréticuline. De toute façon, si elles ne sont pas présentes, il faut faire une biopsie ostéomédulaire parce qu'il y a des risques importants d'avoir un syndrome myéloprolifératif. Alors après, il reste les 3% qui sont en bleu et pour l'instant, c'est compliqué. Et il faut, je pense, systématiquement quand même demander un avis hématologique dès le séjour en réanimation. Alors ensuite, il reste les idiopathiques. Les idiopathiques, c'est à peu près 30% des malades, 30-50% selon les séries. Alors, est-ce que c'est vraiment idiopathique? Eh bien, peut-être pas. J'en veux pour preuve cette étude qui a été effectuée à Toulouse, où les auteurs ont regardé la population générale, le poids de la population générale, vous voyez 50% de surcharge pondérale, les thrombospores dites secondaires, c'est-à-dire avec des états prothrombotiques mis en évidence, et celles qui sont idiopathiques. Et vous voyez que les thrombospores idiopathiques sont associés à plus de surcharge pondérale et en analyse multivariée, c'est la surconférence abdominale qui était associée de manière indépendante au fait de développer une thrombose porte primitive. Donc certainement que le fait d'avoir de la graisse intra-abdominale favorise la thrombose porte. Alors voyons maintenant le syndrome de Budd-Chiari. Alors voilà le scénario habituel d'un syndrome Budd-Chiari. Donc il s'agit d'une maladie rare, en gros 30 nouveaux cas par an en France, mais c'est une maladie qui est grave et si elle est diagnostiquée rapidement, on peut guérir ou en tout cas donner aux malades une survie très prolongée. Il y a un état prothrombotique, on l'a vu, et les malades vont développer une thrombose d'une veine hépatique, représentée ici. Et puis, à cette occasion-là, ils ont des douleurs abdominales qui ne sont pas forcément diagnostiquées, et donc il en résulte une sténose d'une veine hépatique, avec le développement de collatérales pour drainer le réseau sanguin. Si le diagnostic n'est pas fait, l'état prothrombotique persiste et une nouvelle thrombose va survenir, avec à nouveau des douleurs abdominales, une dysmorphie hépatique avec les secteurs non correctement drainés qui vont s'atrophier, les secteurs correctement drainés qui vont s'hypertrophier, et puis l'état prothrombotique se poursuit, et là il va y avoir une thrombose d'une dernière veine hépatique. Là le flux sanguin n'arrive plus à s'écouler, il va y avoir des signes d'insuffisance hépatique qui vont apparaître. Une autre possibilité, c'est que l'évolution est plus à bas bruit et qu'il y a des signes d'hypertension portale au premier plan. Alors quels sont donc les signes du Budd-Chiari? Eh bien l'acide, quasiment systématique, 80% des malades, mais il y a également des douleurs abdominales, on en a parlé, qui peuvent mimer tout à fait une cholécystite, avec également de la fièvre qui peut être présente, et puis les autres signes sont plus rares, encéphalopathie, hémorragie digestive. Il y a volontiers un gros foie, volontiers une grosse rate et des varices œsophagiennes. Mais vous voyez que tout ça n'est pas spécifique et finalement c'est assez simple. Dès que vous rencontrez un malade qui a une maladie du foie, eh bien, il faut y penser tout le temps, parce que le diagnostic est très simple, il suffit de faire une échographie Doppler, demander au radiologue, est-ce que les veines hépatiques sont perméables? On peut faire le diagnostic. Le scanner peut également nous aider.
Alors, quelle est la prise en charge du syndrome de Budd-Chiari? Eh bien, la première étape, c'est une étape prothrombotique, il s'agit d'une thrombose, c'est anticoagulation pour tout le monde à débuter. Et puis, on se pose la question, est-ce qu'il y a une petite sténose qu'on pourrait aller recanaliser par un radiologue entraîné? On se laisse un petit peu de temps, quelques jours, pour voir si le malade s'améliore. Et puis, si ça ne s'améliore pas, on va aller poser un TIPS. Il s'agit donc, comme vous le savez, d'un shunt qu'on met par voie radiologique, transjugulaire, ici, qui va mettre en contact la veine porte et les veines hépatiques. Et ainsi, on va avoir un drainage satisfaisant du foie. Le syndrome Budd-Chiari, le problème, c'est que le sang ne sort pas du foie. Là, on obtient un drainage correct du sang. Et puis, si malgré tout, au bout d'une semaine, 15 jours, le malade ne s'améliore pas, on va envisager la transplantation hépatique. Alors actuellement, comment est-ce qu'on gère les malades? Vous voyez qu'à 5 ans, un tiers des malades ont été traités médicalement ou avec seulement une angioplastie, 30% ont nécessité un TIPS, 10% une transplantation, et malgré tous ces traitements, il persiste de nos jours encore un quart de mortalité. Le syndrome Budd-Chiari touche des gens jeunes, c'est 30 ans de médiane d'âge, essentiellement des femmes. Voyons maintenant la thrombose porte primitive, donc sans cirrhose. La thrombose porte primitive est représentée ici, vous avez l'intestin, et donc une thrombose va survenir. Elle va être responsable volontiers de douleur abdominale, donc là encore, douleur abdominale, échographie en première intention et aussi scanner, on va le voir dans quelques secondes. Douleur abdominale et également inflammation systémique. Donc, échographie pourrait montrer l'absence de flux porte. Un thrombus peut être visualisé, mais vraiment l'examen le plus important, c'est le scanner. C'est le scanner parce qu'il va permettre le diagnostic, il va permettre de voir l'extension, où est-ce qu'on va dans les veines mésentériques, notre orateur suivant nous en parlera. Les complications, est-ce qu'il y a un infarctus mésentérique, quelle est la cause, est-ce qu'il y a un facteur déclenchant local intra-abdominal. Alors voici une image de thrombose aiguë, vous voyez qu'on est au temps sans injection, il y a une hyperdensité ici dans la veine porte, dans la veine splénique aussi, et au temps injecté, on a un défaut de rehaussement dans la veine porte et dans la veine splénique. Vous notez qu'il n'y a pas de collatéral portostémique, donc il s'agit vraiment d'une thrombose aiguë. Comment on traite les malades qui ont une thrombose porte primitive? Anticoagulation qui prévient l'extension et donc les complications de l'infarctus mésentérique et permet une recanalisation dans un cas sur deux au bout de 6 à 12 mois. L'autre cadre, c'est la thrombose porte chronique, qu'on appelle également le cavernum porte. On a raté les épisodes, ou alors on l'a diagnostiqué, mais on n'a pas réussi à recanaliser. Et vous voyez ici qu'il y a tout un réseau de collatéral, c'est ça le cavernum, qui se produit autour de la veine porte thrombosée. Et ça va être responsable de signes d'hypertension portale, rupture de varice esophagienne et encéphalopathie. Vous voyez ici un exemple, il n'y a plus de veine porte, mais par contre, il y a plein de vaisseaux qui sont là. Comment on prend en charge ces malades actuellement? On fait le bilan de thrombose dont je vous ai parlé tout à l'heure. S'il y a un état prothrombotique, on dit fort, syndrome myéloprolifératif, syndrome des anticorps antiphospholipides, des antécédents personnels ou familiaux. Là, on met sous anticoagulation curative au long cours. Dans le cas contraire, on ne sait pas encore, mais certainement que l'anticoagulation a un intérêt d'après les premiers résultats du PHRC qu'on vient de finir. Une complication de la thrombose porte, c'est l'infarctus mésentérique. J'en parlerai pas puisque ça va être le sujet du prochain topo, mais il s'agit d'une complication naturellement qui est grave. Et avec ça, je voudrais conclure en vous disant que la thrombose porte développée dans un contexte de cirrhose, on envisage une anticoagulation seulement si on considère dans le futur une greffe. Ce n'est pas seulement les malades inscrits sur la liste de transplantation, c'est les gens qui dans le futur auront peut-être besoin d'une greffe. Concernant la thrombose porte développée chez les malades qui n'ont pas de cirrhose, il faut chercher une cause locale ou générale et le risque c'est l'infarctus mésentérique. Et concernant le Budd-Chiari, c'est rare mais il faut y penser tout le temps. Et la stratégie est ce qu'on appelle une stratégie pas à pas. On commence par anticoagulation. Si ça ne marche pas, le type, si ça ne marche pas, la greffe. Et je voudrais vous remercier de votre attention et remercier le réseau français et européen des maladies vasculaires du foie qui permettent d'avoir des nombres importants de malades et donc de faire des progrès dans la prise en charge de ces malades.